Salut à tous, bienvenue sur la Midnight Lodge. Alors petite vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je vais faire ça tout seul. L'exercice face caméra, je suis pas encore super habitué. On va bien voir ce que ça va donner. Alors cette vidéo, c'est principalement pour débriefer la campagne des Oripeaux du Roi qui s'est terminée il y a de cela quelques semaines. On avait enregistré avec les joueurs tout notre débrief. Il y en avait eu pour 2h30 et l'enregistrement a planté. Voilà, on n'y peut rien. Merci quand même à Lio, Magister Phantom, qui a enregistré toutes les vidéos, qui les a postées sur sa chaîne, que j'ai récupéré ensuite pour mettre sur la mienne. Alors, déjà pour les oripeaux du roi, merci à Lio, Magister Phantom, qui jouait le détective Henri. Merci à Isalia qui jouait Anne, la psychiatre. Merci à Pasolini qui jouait Sanford, l'artiste peintre, et ainsi qu'Inelda qui jouait la sœur jumelle enfin fausse jumelle de Sanford, qui jouait donc Emma, la jeune bibliothécaire. On a mis 26 séances pour faire la campagne. Au début, ça a été un petit peu compliqué, des séances plus courtes, pas mal de problèmes techniques, des reports, tout ça, mais on est enfin arrivé jusqu'au bout de la campagne. Alors, je voulais juste débriefer pour plusieurs petits points. Alors, déjà, par rapport à ce que j'ai joué tel quel, ce que j'ai modifié et ce que j'ai rajouté ou pas ou retiré aussi, parce que j'ai retiré des morceaux. Alors, je vais prendre le truc par ordre chronologique parce que sinon je vais m'éparpiller dans tous les sens et ça va devenir compliqué. Donc la campagne, la première scène, c'était cette longue scène de pièce de théâtre à laquelle devaient assister les personnages. J'avoue que c'était pas super simple au début de jouer ça, d'autant plus que cette campagne-là, j'ai fait jouer ici là pour la deuxième fois. La première fois, j'avais vu que c'était un petit peu long. J'ai essayé de faire un petit peu plus court sur cette fois-ci, mais bon, voilà, c'était une partie, un début de campagne, passage obligé, un peu scripté. Voilà, j'avais pas trop le choix. Par contre, j'ai voulu laisser un petit peu aux joueurs la possibilité au début de me raconter ce qu'ils avaient fait dans leur journée avant d'aller à la pièce de théâtre, pour poser un peu les personnages dans leur quotidien, tout ça. Ça, c'était plutôt sympa. Lors de la pièce de théâtre, j'ai aussi laissé la possibilité, pendant l'entracte, il se passait des choses, les joueurs ont remarqué qu'il se passait des trucs un peu bizarres sur scène, mais qu'il y avait aussi des gens qui commençaient à avoir des comportements un peu décalés par rapport à ce qui se passait. C'est pour ça que j'ai laissé un peu cette histoire de cette femme un peu perturbée, son mari qui la brusque un petit peu. La galanterie faisant, Henri s'en est mêlé, s'en est suivi une petite altercation enfin, en milieu de scène de pièce de théâtre et à la fin de la pièce de théâtre. Ça amenait des petits trucs sympas. Mais c'est vrai que ça pouvait être long, j'étais beaucoup dans la description, beaucoup à raconter, les joueurs étaient juste spectateurs, bon, spectateurs comme s'ils étaient à la pièce de théâtre pour le coup. Mais cette pièce de théâtre là, c'est un peu le passage obligé pour commencer, pour savoir de quoi ça va parler, même si je pense que ça aurait été peut-être plus sympa de le mettre à un autre moment de la campagne. Par exemple, à partir du moment où les joueurs commençaient à s'intéresser à Alexander Roby, au roi en jaune, ça aurait peut-être été sympa que, en faisant leurs recherches, ils se rendent compte que il y a justement une pièce de théâtre, une compagnie de amateurs, enfin semi-pro, qui donne cette pièce de théâtre là. Les investigateurs auraient été intéressés pour aller la voir. Voilà, ça aurait peut-être pu être un moment. Le truc c'est que j'y ai pensé que après coup. Bon, tant pis. Et ça a permis aussi de poser le fait que une des actrices, euh, Jean Ewart, euh, voilà, pouvait être un personnage important pour un des PJ. Ce qui est cool, c'est que Pasolini a rebondi dessus. Il en a fait plus ou moins une nana qui il était intéressé, enfin une femme par laquelle il était intéressé, qui a posé pour lui, tout ça. Alors à la base, normalement, ce PNJ-là est censé être un personnage de remplacement au cas où il y aurait un personnage qui mourrait dans la campagne. Bon, là, c'est devenu un intérêt amoureux pour le personnage de Pasolini.
D'ailleurs, voilà, ça a pris, ça a duré sur plusieurs séances. Ça a eu une évolution particulière jusqu'à une conclusion un peu malheureuse. De l'aveu de Pasolini, il a trouvé ça très sympa et très chouette à jouer, puisqu'a priori c'est pas le genre de truc qu'il joue d'habitude, mais il a trouvé l'exercice plutôt intéressant, et oui, j'ai trouvé que ça amenait un petit quelque chose un peu plus authentique, d'une relation amoureuse, plutôt simple, sans que ce soit trop caricatural, j'espère en tout cas. En tout cas, ça c'était bien. Bon, du coup, ils se sont lancés. Ils se sont beaucoup intéressés à la pièce et à Jean et aux autres acteurs. Bon, ça, ce qui est pas forcément hyper détaillé dans la campagne, mais bref, c'est pas grave. Le gros de la campagne, en fait, commençait surtout quand Alexander Roby, donc à l'asile de Sainte-Agnès, devait subir une nouvelle visite pour voir s'il était libérable ou pas. Et c'est là que ça commence réellement, avec le personnage de Anne et Henri qui ont commencé à s'y intéresser, pendant que Emma, elle, s'occupait plutôt de bouquins et commençait à creuser un petit peu autour de la pièce de théâtre, et Sanford qui se lançait dans sa relation avec Jean, avec petite soirée en amoureux, petit week-end à la campagne, voilà. Alors, ce que moi j'ai rajouté, en fait, toute cette partie-là, l'enquête concernant Alexander Roby, je ne l'ai pas joué tel que c'est écrit dans le bouquin. Dans la mesure dans le bouquin, il y a des moments, en fait, c'est enquête, on va dire bac à sable, mais linéaire. C'est-à-dire que dans le bouquin, ils vous disent les PJ vont aller chercher ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, moi j'ai dit aux joueurs, je les avais prévenus, je leur ai dit l'enquête, je vais pas la jouer comme elle est dans le bouquin. Vous faites ce que vous voulez, je vous suis dans vos recherches. Ce qui fait que certains détails, ils les ont eu très rapidement, d'autres ont un peu tardé à venir, mais bon, ils ont eu l'essentiel des informations. Je me suis toujours arrangé aussi pour qu'ils aient des infos, de ne pas les laisser dans une impasse pendant une séance entière. C'est pas mon style de jeu. J'aime bien, on est là pour raconter une histoire tous ensemble, avec des imprévus, mais j'aime pas les laisser traîner, être bloqués par un petit point de détail. Du coup, ils ont vraiment mené l'enquête comme ils voulaient. À un certain moment, le groupe s'est séparé. Il y avait plus un groupe sur Alexander Roby, ses fréquentations, la mort de son père et de sa sœur. D'autres qui étaient plus sur le côté artistique, littéraire, bouquin. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Il y avait des partages d'informations. Et ce que j'ai rajouté dans cette partie-là, ça a été tous les rêves, tout ce qui a commencé à toucher principalement Emma. Ça, en fait, il y avait quelques informations, quelques détails, quelques conseils, quelques idées, mais pas plus que ça. Donc, j'ai brodé beaucoup autour de ça. La relation Sanford-Jean, c'est pareil, j'ai beaucoup brodé autour de ça. Le petit voyage à la maison de campagne, avec la nuit, les visions qu'a pu avoir Sanford avec le portrait, tout ça. Bon, tout ça, ça y est pas. J'ai tout rajouté, j'ai brodé autour de ça. Visiblement, ça leur a plutôt pas mal plu, de leur propre aveu. Donc, ce qui est plutôt cool. Alors, au niveau de l'enquête, je vais faire un petit point sur ce qui s'est vraiment passé. Alors, en fait, Alexander Roby a toujours été quelqu'un d'un petit peu perturbé, jusqu'à ce que son esprit commence à toucher le monde du rêve. Il a fait la rencontre de Lawrence Bacon, de Malcolm Quarry, et aussi de Combs, qui formaient un petit groupe d'occultistes qui, eux, ont toujours eu le désir de faire venir le roi en jaune ou Carcosa. Lui, Alexander Roby, de son côté, il avait envie d'explorer Carcosa, mais juste ça, juste d'y aller. Les autres ont compris le truc, ils l'ont un petit peu poussé, un petit peu manipulé, clairement, jusqu'à ce que il donne à Alexander Roby un appôt à Biaki, un appôt en os. Et malheureusement, le pauvre Alexander, dans un de ces moments où il commençait à perdre un petit peu pied, d'ailleurs, sa fiancée de l'époque l'a senti, qu'il commençait à perdre les pédales, il a soufflé dans la peau, sauf que lui, il a pu appeler le Biaki, mais il n'a pas réussi à le contrôler, il ne savait pas. Le Biaki a massacré son père et sa sœur. Son grand frère Graham n'était pas là à ce moment-là. Et donc, s'en est suivi la découverte par les domestiques qui sont arrivés,
l'internement. Voilà, Alexander se sentait coupable, il a plaidé plus ou moins coupable, c'était un peu flou. Il a été interné. De leur côté, Laurence Bacon, lui, ce qu'ils ont fait, ah oui, il y avait aussi Edwards, et en fait, dans son petit groupe, ce qu'il a fait, c'est qu'ils se sont arrangés pour que Edwards, sous l'identité de Evans, se fasse embaucher comme infirmier à l'asile de Sainte-Agnès pour garder un œil sur Robbie. Il savait que tôt ou tard, il jouerait un rôle important dans l'invocation de Carcosa et du roi en jaune. Ils ont attendu. À côté de ça, ils ont fait une première tentative dans la campagne anglaise à Springermont qui a échoué. Ils y avaient amené des pierres, des obélisques. Ça a échoué. Ils ont laissé les pierres sur place. Dans le village de Springermont, ils ont laissé aussi. Il y avait aussi un de leurs cultistes qui est resté là, qui finalement a repris l'auberge du coin. Ce qu'ont pu découvrir malheureusement les investigateurs quand ils ont fait leur petite promenade là-bas. Toujours est-il que eux, ils attendaient ça. De son côté, Malcolm Quarry, quand Laurence Bacon et ses sbires ont commencé à parler de l'invocation près du Loch Mullardock en Écosse, près du Loch Ness, Malcolm Quarry, lui, avait plutôt la conviction que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Il a quitté le groupe pour mener ses propres recherches, et lui, il est arrivé à la conclusion que il fallait juste appeler uniquement le roi en jaune, qu'il fallait faire ça au Tibet. Il a lancé sa petite expédition, il est parti en Italie rejoindre Anzalone et d'autres personnes pour faire ça de son côté. Le temps a passé, Alexander Robbie est toujours interné, est arrivé le moment où il était possiblement libérable. En fait, Evans qui était là-bas, surveillait, attendait le bon moment. C'est Evans qui a fait une mise en scène, un rituel à l'asile. Il s'est poignardé devant témoin, devant un autre patient. Et en fait, le rituel qu'il a utilisé, lui, Evans se donnait des coups de couteau, mais c'était sa victime désignée qui avait les blessures et qui mourait. Et Evans a un don particulier, c'est il régénérer ses blessures. Ça, c'est ce qu'a vu un des patients et que personne n'a trop compris quand Henry a enquêté, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait eu un meurtre un peu sordide et non élucidé. Voilà, c'était ça l'explication. Toujours est-il que le temps passe, la libération approche, sauf que quand les investigateurs sont arrivés à l'asile, ils ont mis leur grain de sel là-dedans. Les types, le Evans s'est dit que ça commençait à puer pour leur plan. Il a fait sortir Alexander en vitesse, et c'est là que ils ont perdu la trace. Le groupe d'investigateurs a perdu la trace d'Alexander Robbie et d'Evans. Et ça, c'était juste avant qu'ils aillent visiter la boutique d'antiquaire de Laurence Bacon. Laurence Bacon, il savait qu'il était un type un peu dangereux, tout comme Combs, qui a priori c'est lui qui aurait tué le docteur Trollope. Après la visite des investigateurs, les investigateurs se sont vite rendus compte aussi que les gens qui tournaient autour d'Alexander Robbie devaient faire l'objet d'une surveillance. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils ont été voir quelqu'un, ça a déclenché quelque chose, des réactions de la part du groupe d'occultistes. Ils ont tardé à aller voir la boutique de Laurence Bacon. D'ailleurs, ils ont été faire leur petite expédition du côté de Springermont, qui s'est soldée par une confrontation avec un biaki. Alors, ils ne pouvaient pas le savoir, ils sont arrivés à l'auberge, ils ont commencé à poser des questions sur les lieux, sur des lieux où auraient été érigées des pierres. Ils ont posé une question à la seule personne à qui il fallait surtout pas, c'était l'aubergiste. Ils lui ont donné suffisamment d'informations pour qu'il se doute de quelque chose. L'aubergiste les a suivis, eux ils sont arrivés sur place, ils ont vu les pierres qui étaient au sol, au pied de la petite colline, avec la végétation qui était en train de crever tout autour sous l'influence néfaste d'Astur. Le proprio du champ est arrivé avec son fusil, bon voilà, il s'est fait démonter par le biaki qu'avait appelé l'aubergiste, et ensuite il y a eu une petite course-poursuite, ils se sont enfuis, poursuivis par le biaki, mais qui n'a pas demandé son reste, et ensuite ils ont vu plusieurs biaki arriver, attraper les pierres et s'envoler avec les pierres.
Ils ne savaient pas où les pierres allaient se retrouver. Quand ils sont retournés à Londres, ils ont fait leur petite recherche. Ils sont allés voir la demeure de Laurence Bacon, mais c'était trop tard. Laurence Bacon était parti. Il avait, non sans laisser bêtement, mais bon voilà, ça c'est... sans laisser quelques indications sur là où ils allaient. Ils ont compris qu'ils allaient au Loch Mullardock, même s'ils avaient eu des petites bribes d'informations, puisque une lettre d'Alexander Roby à son ex-fiancé avait parlé de quelque chose qui allait se passer au Loch Mullardock en Écosse. Et il y avait aussi Evans qui avait parlé à un autre infirmier, comme quoi il allait passer les fêtes de fin d'année en Écosse. Voilà. Donc un faisceau d'indices qui les a menés à se dire ça doit se passer là-bas. Bon, dans la maison, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés directement à la cave parce qu'ils étaient persuadés que tous les trucs pourris c'était à la cave. Manque de bol pour eux, pas totalement. Ils ont trouvé une trappe dans le mur, dans l'espèce de compartiment à charbon, qui était verrouillé, une trappe métallique. Bon, ils ont pris un pied de biche, ils ont donné des grands coups de latte dedans. Bon, ils ne pouvaient pas savoir que c'était un conduit qui menait vers un repère de ghouls qui était là pour surveiller la maison. Et le fait d'avoir donné des coups de pied de biche dedans, ça n'a fait que attirer les ghouls vers la maison. Bon, tant pis pour eux. Ils ont exploré, ils ont trouvé des informations, ils ont trouvé des objets aussi, dont une espèce de bol tibétain et un petit carillon qu'ils ont complètement délaissé, alors que ça aurait pu leur être utile par la suite, puisque c'était des objets qui pouvaient notamment leur permettre d'annuler l'influence que Astur aurait pu avoir sur eux, l'influence mentale. Ils ont laissé le truc sur place, bon, tant pis. Sauf que bon, quand le temps de fouiller tout ça, les ghouls ont réussi à remonter. S'en est suivi une scène d'attaque de ghouls dans la maison qui a été plutôt sympa, avec une bonne ambiance un peu flippante. Où ils étaient juste éclairés avec leurs lanternes, leurs torches. Henry, qui est le détective qui est passé par-dessus la rambarde, il a été gravement blessé, tombé au sol, les autres qui se sont précipités, lui qui était traîné au sol par une goule qui l'emmenait vers les escaliers de la cave, et un sauvetage in extremis de Emma et Anne qui se sont jetés dessus pour lui arracher Henry de la poigne des ghouls. Henry a failli y passer, clairement, il a failli crever à ce moment-là. Mais bon, ils s'en sont remis. Ils ont décidé de faire leur expédition jusque le Loch Mullardock. Du côté de la relation Sanford et Jean, c'était en train de partir un peu bizarre parce que en fait, ils soupçonnaient tous que Jean était plus ou moins impliquée consciemment dans l'histoire, mais qu'elle soit refusait de l'avouer, soit ne s'en souvenait plus. Ce qui était totalement faux, hormis le fait qu'elle avait participé à la pièce de théâtre, mais voilà, c'est pas grave. Tous les petits détails que j'avais donnés, les visions, les rêves, les cauchemars, les ont poussés à penser ça. C'est pas plus mal, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette espèce d'ambiance qu'il y avait de suspicion vis-à-vis de Jean, c'était plutôt pas mal. Et donc, bon, ils sont partis au Loch Mullardock. Arrivés sur place, ils se sont installés. Ils sont allés jusqu'à la maison du Loch Mullardock. Sacrée petite expédition depuis Inverness parce que il faut descendre le long du Loch Ness au petit village de Dromnandrochit, ensuite aller au village de Canich ou Canir comme on le prononce, n'importe, avant de partir pour un road trip de 25 km jusqu'au Loch Mullardock ou 20 km, je sais plus. Alors road trip compliqué, surtout à l'époque. Personnellement, pour l'avoir fait avec ma femme en voyage de noces il y a quelques années, c'était déjà une sacrée expédition d'y aller en voiture, avec des paysages qui changeaient énormément entre au fond d'une petite vallée, ensuite le long d'une rivière, ensuite au milieu d'une plaine pas très très plate, voilà, et voilà, c'était très très sympa. Et arrivé sur place, il y avait hasard, coïncidence complète, quand on est arrivé sur les bords du Loch Mullardock, il y avait une ambiance très très étrange avec la brume qui descendait le long des berges du loch et qui commençait à empiéter sur le loch d'un côté, et quand on regardait ailleurs que sur le loch, il faisait beau. Voilà, c'était donc on aime se dire que voilà, il y avait une ambiance particulière, c'était juste pour nous.
Voilà, enfin bref, eux ils sont arrivés à la maison, à la Mullardock House. Là il y avait du monde. Ils avaient croisé aussi un éventuel cultiste sur la route. Ils ont contourné la maison, ils ont découvert que les piliers qui avaient disparu étaient sur place, avaient été remontés par qui ils pensent que c'est les Biaki qui les ont emmenés là. Et surtout, ils ont vu plusieurs voitures, ils ont vu un portail, une espèce d'arche de pierre, au-delà de laquelle on voyait autre chose que le paysage du loch qui était censé se trouver derrière. Un paysage d'une cité. C'était Carcosa. Euh, Ils ont pris peur parce qu'il y avait une espèce de créature, une espèce de méduse géante qui flottait dans l'air mollement, qui était accrochée par ses tentacules à quelques monolithes. Ils ont flippé. Voilà. Bon, ça leur aurait strictement rien fait, c'était totalement inoffensif, c'était juste là pour la mise en scène. Ils ont flippé, ils se sont sauvés. Bon, ils ont vu Sanford a cru voir Jean qui était de l'autre côté, côté Carcosa. En fait, Jean n'y était pas du tout. C'était juste, comme je jouais beaucoup sur les rêves, les cauchemars, les sensations des personnages, et que la relation avec Jean s'était terminée de façon un peu abrupte et dans de mauvaises conditions, je suis parti du principe que c'était plutôt une envie, une projection d'une envie de Sanford de voir Jean. Ça renforçait leur côté, oui, elle est impliquée dans le truc et tout ça, c'était cool. Par contre, ils se sont barrés. Sauf que la suite de tout cet acte-là était censée pas se passer à Carcosa. J'ai forcé un peu le truc, je leur ai expliqué après pourquoi j'avais fait ça, voilà, parce que je voulais être transparent, parce que ça a pu paraître un peu scripté et pour eux et aussi pour les éventuelles personnes qui ont regardé. C'est que quand ils sont retournés à Inverness, en fait, en pleine nuit, ils se sont réveillés, Carcosa avait envahi. Voilà. Donc je suis parti du principe que le Carcosa avait commencé, elle les avait suivis au moins jusque dans leurs rêves, si ce n'est un petit peu dans la réalité. Et j'ai forcé le truc pour qu'ils aillent se promener dans Carcosa. Voilà. Toute cette partie-là, c'était plutôt sympa. En plus, il y a des personnages qui se sont perdus, qui ont perdu le reste du groupe. Henri qui s'est retrouvé embarqué par une très belle femme qui ça a fini à faire l'amour derrière une tenture au milieu d'une pièce où il y avait une orgie, il y avait plein de trucs. Sanford qui a découvert qu'un musée exposait ses propres toiles. Ça c'est pareil, c'est pas dans le bouquin il y a un musée, mais c'est pas par rapport à un personnage. Là je me suis dit, il y a un personnage qui est artiste, peintre, sculpteur. Je me suis dit, ce serait dommage de pas s'en servir. Donc je suis parti là-dessus, avec des œuvres plus ou moins creepy, dérangeantes, des œuvres qu'il avait déjà peintes, des œuvres qu'il n'avait pas encore peintes. Cette immense statue de Sanford et Emma en train de fusionner en un seul être. Ça, c'était pour jouer un peu sur le côté, le fait qu'ils étaient faux jumeaux et tout ça. Je trouvais ça sympa et creepy en même temps. Et cette œuvre d'art aussi, cette peinture d'un paysage de ville qu'ils ont reconnu par certains éléments comme étant probablement New York, et avec ces deux tours, dont une en feu avec un avion qui lui fonçait dessus, une référence au 11 septembre. Ça, c'était suggéré, je crois, dans le bouquin, dans mes souvenirs, de mettre des trucs un peu comme ça. Euh, ou alors, c'était pas forcément précisé le 11 septembre, mais c'était autre chose. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre des trucs marquants, des trucs que nous, on connaît en tant que joueurs, mais que les personnages non. J'ai mis ça. J'ai hésité aussi, puisqu'on a joué ça en 2020. J'ai hésité aussi à mettre un tableau avec un truc un peu allégorique concernant la crise du Covid-19. Mais comme on a joué cette partie-là au début, et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas en rajouter, l'ambiance est déjà suffisamment lourde. Dans la réalité, c'est déjà suffisamment compliqué, et voilà, c'était un peu difficile comme période. Donc je me suis dit, je vais pas en rajouter, c'est pas la peine, voilà. Et d'ailleurs, ce que les joueurs m'ont dit, ils étaient pas mécontents que je l'ai pas fait. Voilà, tant mieux. Mais bon, voilà, le musée c'était plutôt sympa, il y avait. Euh, ouais, c'était un bon moment. Euh, et donc, oui, j'ai peut-être un peu mélangé un truc. Le moment où ils étaient encore tous ensemble, voilà. C'était toute cette partie-là. Ensuite, ils ont fini par découvrir donc qu'Alexander Robbie, ils l'ont trouvé avec Combs qui s'apprêtait à monter sur un bateau pour se diriger de l'autre côté du lac de Ali,
pour aller à cet immense palais où il y avait une réception qui se donnait. Il y a eu une super confrontation avec Combs, pourtant il était tout seul, les types, enfin le groupe en a chié. Sincèrement, Henry a failli crever, tomber dans l'eau, il y avait des créatures qui bougeaient dans l'eau. Euh, Emma qui a failli mourir aussi à ce moment-là. Anne poursuivie par Combs, lui au couteau, elle avec un scalpel et qui n'était pas forcément une bête de combat en plus. Ça a failli dégénérer. J'ai adoré cette scène-là. J'ai eu peur pour les persos. J'ai cru qu'il y en a un qui allait crever, un ou deux. Ça s'est plutôt bien terminé. Bon, les personnages ont continué. Arrivé de l'autre côté au palais, c'est là où ça a dégénéré, où les personnages se sont perdus, où Henri a rencontré cette femme Ils ont fini par faire l'amour dans un coin, euh, et ils ont découvert que se produisait une pièce de théâtre. Il y avait Laurence Bacon, il y avait aussi Edwards, qui se faisait passer pour Evans l'infirmier, qui était là, qui participait, et en fait ils se sont rendus compte que la pièce de théâtre devait servir à l'invocation. Ça faisait partie du rituel. Euh, Ils ont dégommé Bacon. Ça a déclenché une catastrophe. Et ça, alors tout ça, c'était dans le bouquin. Après, les petites péripéties dans le palais et même dans Carcosa, il y avait des informations dans le bouquin, des idées, des conseils. Bon, j'en ai pris quelques-uns, j'ai brodé quelques autres trucs pour rester un peu dans le cadre. Voilà. J'ai pas fait tout ce qui était dans le bouquin, j'ai fait d'autres choses. Emma qui a pété un câble en ratant un jet de santé mentale et qui a absolument voulu regarder ce qui se passait en haut parce qu'il se passait quelque chose, a pété un câble. Là, il y a eu un petit. Voilà, le joueur voulait absolument que le personnage saute dans le vide. On a failli perdre de nouveau un personnage. Ils se sont enfuis. Bon, voilà. Ils sont revenus. En fait, ils ont réussi à sortir parce que Alexander Robbie a compris que il était une des composantes du passage entre le monde réel et Carcosa. Et il a décidé de se tirer une balle dans la tête pour arrêter le truc. Alors dans le bouquin, c'est pas exactement ça. Il y avait moyen de ressortir avec Alexander Robbie, mais c'était assez compliqué. Mais c'était quand même une possibilité qu'il se suicide et que ça mette fin au truc. Normalement, comme ils étaient au Loch Mullardock, ils auraient dû se retrouver sur les berges du Loch Mullardock. Là, ils étaient à Inverness, je les ai fait revenir à Inverness. Par contre, il y avait les conséquences, comme quoi dans les environs, des gens étaient morts dans leur sommeil, des gens avaient été retrouvés errants à d'autres endroits. Alors ça, les gens qui erraient à d'autres endroits que chez eux, voire parfois très loin, ça c'est moi qui l'ai inventé. Le fait que des gens soient retrouvés morts dans leur sommeil ou devenus fous, ça c'était dans le bouquin. Par contre, c'était dans un rayon de quelques kilomètres. C'est-à-dire Kanich, peut-être Dromandrochit, mais pas plus loin. Je me suis dit que comme j'avais poussé le truc jusqu'à Inverness, et ben Inverness était touché aussi. Et voire même un petit peu plus loin, jusqu'au fort, je sais plus si fort Williams ou fort Augustus au sud, bref. Je trouvais que c'était sympa que ça ait touché, qu'ils aient senti en fait que ça s'est étendu pendant le peu de temps qu'ils y étaient. Donc voilà, ça a conclu plus ou moins le premier acte de la campagne. Euh, En fait, il y a un gros truc que j'ai enlevé, c'est que normalement, s'ils avaient enquêté sur la piste de Malcolm Quarry, il y aurait eu plusieurs scènes qui auraient pu être jouées. Alors, il y avait une scène, ils auraient pu se renseigner sur son cursus universitaire, pardon. Ils se seraient rendu compte qu'il était dans une université prestigieuse. Ils auraient pu y aller. Bon, clin d'œil. Ils auraient pu rencontrer son professeur de littérature médiévale, je ne sais plus exactement, qui à l'époque n'était autre que Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Bon, ouais, c'était un clin d'œil, ouais, ça pouvait être sympa. J'ai pas trouvé ça transcendant. Du coup, ça n'a pas été joué au final. Et je regrette pas. Les joueurs m'ont dit que oui, bon, ça aurait été rigolo, mais sans plus. Par contre, en enquêtant sur Quarry, ils avaient eu quelques informations, comme quoi il venait sa femme habitait dans la vallée de la Séverne, au village de Ghostwood. Alors, la vallée de la Séverne, ça parle à tous les amateurs. Il se passe des trucs là-bas. Je crois que c'est Campbell qui, dans ses nouvelles, qui met en scène Glaaki et la région de la Séverne. Je crois, j'espère pas me tromper en disant que c'est Campbell. Enfin bref,
Il y aurait pu y avoir toute une expédition là, des joueurs là-bas. Ils y seraient allés, ils se seraient rendus compte que la région était quand même bien rurale, hein, très très rurale. Ils auraient traversé une forêt, rencontre furtive avec des habitants de la forêt, qui ne sont autres qu'une version un peu creepy des faunes et des satyres, euh, qui sont des fervents de Shub-Niggurath. Puisque oui, Ghostwood, bah oui, enfin Goth, la chèvre, ça tournait autour de la chèvre aux 1000 chevreaux. Arrivés sur place, ils auraient rencontré la femme de Quarry. Ils auraient eu des explications comme quoi Quarry s'était barré en Italie pour une expédition et tout ça. Et ils se seraient retrouvés plus ou moins mêlés à un conflit entre la femme de Quarry et un autre sorcier du coin. En fait, les deux se disputaient la direction du culte de Shub-Niggurath. Le truc, c'est que le Shub-Niggurath apparemment avait jugé que la femme de Quarry était plus puissante, donc lui accordait plus de bénéfices. Et l'autre sorcier qui voulait accessoirement la tête du culte et qui voulait aussi mettre la femme de Quarry dans son lit. Voilà. Histoire de faire une lignée un peu plus pure de futurs prêtres et prêtresses de Shub-Niggurath. Sauf qu'il y avait un conflit entre les deux, et les personnages, pendant cette séquence, auraient pu se trouver mêlés à un affrontement entre les deux sorciers par invocation interposée. C'est-à-dire que le sorcier d'en face avait invoqué un sombre rejeton, donc cette espèce d'énorme créature avec des tentacules qui ressemble plus ou moins à une espèce d'arbre mort quand il ne bouge pas, mais qui se met à bouger, et à tortiller et à se déplacer. Un truc de de 20 mètres de haut. Il aurait envoyé ça contre la maison de la femme de Quarry, et elle, pour se défendre, elle aurait appelé les êtres de la forêt, donc les espèces de satyres un peu creepy, et elle aurait proposé au personnage de participer à un rituel de magie noire pour invoquer elle aussi un sombre rejeton. Alors bon, ouais, ça aurait peut-être pu être sympa de ce côté. Il y aurait eu peut-être des discussions intéressantes entre les personnages. Le truc, la finalité, c'est que ça se serait terminé, en suivant le bouquin, par assister à un combat de deux sombres rejetons qui se seraient foutus sur la tronche autour de la maison, piétinant allègrement la maison ou les gens ou tout ça. Et en fait, je suis pas mécontent de ne pas l'avoir joué non plus, parce qu'en fait, on aurait assisté plus ou moins à un combat façon Pacific Rim avec les kaiju ou Godzilla, deux énormes monstres qui se foutent sur la tronche, qui détruisent tout autour, et de la perte de santé mentale massive. Bon, on l'a pas joué, c'est pas grave. Les joueurs m'ont dit ne pas avoir trop regretté de ne pas l'avoir joué. Ouais, il y aurait peut-être eu des scènes sympas de discussion par rapport au culte, par rapport au rituel de magie noire. Ça aurait pu être sympa, mais sans plus. Voilà. Donc ça, cette partie-là a été complètement squeezée de la façon dont on a joué la campagne. Ils ont décidé de faire la route, d'aller en Inde, puisqu'ils ont découvert finalement par un autre moyen. Parce que quand j'ai vu qu'ils s'intéressaient pas du tout à Ghostwood, pardon, je me suis dit, je vais mettre l'information d'une autre façon. Ils ont récupéré ça par une correspondance entre Malcolm Quarry qui essayait de convaincre Lawrence Bacon de, de le rejoindre en Inde. Voilà, comme ça j'ai distillé les petites informations quand même auparavant. Je me suis dit, quand je voyais qu'ils s'en foutaient complètement de Ghostwood, je me suis dit, bon, si je ne donne pas d'infos, il y a de grandes chances pour que la campagne se termine après l'acte 1, et voilà. Donc j'ai trouvé cette solution-là. Ils sont allés directement en Inde, on passe pas par l'Italie. Alors l'Italie, il aurait pu se passer quelque chose aussi. Ils auraient pu rencontrer un étudiant qui était censé partir avec l'expédition de Malcolm Quarry, d'Anzalone et tout ça, mais qui est resté en arrière, avec un autre cultiste. Et en fait, il aurait pu y avoir des scènes de méprise. En fait, les cultistes pensaient que les investigateurs posant des questions faisaient partie du culte, étaient au courant de certaines choses, mais pas totalement. Et c'est pareil, en fait, il y aurait eu pas mal de scènes de roleplay, de discussion, d'information, jusqu'à ce que un PNJ se rende compte que ils se sont trompés et qu'ils invoquent un Biaki qui débarque et qui commence à massacrer tout le monde. Bon, ok.
Je vois pas trop. Ça aurait encore pu coûter la vie à un personnage, parce que sachant qu'un Byaku, c'est quand même. À moins d'y aller au fusil à l'éléphant, c'est quand même plutôt coton. Les personnages dans le groupe, ils avaient juste des calibres 22 ou peut-être un qui avait un calibre 38, mais c'est tout. Donc face à un Byaku, voilà, c'est autant lui balancer des cailloux, c'est pareil. Donc voilà, ça squeezait aussi l'Italie. Bon, ils auraient pu avoir des informations sur l'expédition, sur les membres de l'expédition, sur ce qu'ils comptaient faire, puisqu'il y avait eu des articles dans le journal. L'université aurait pu leur donner des informations. Ça n'a pas été fait. J'ai fait autrement. Et donc le voyage jusqu'en Inde, dans le bouquin, il se passait pas grand-chose. Beaucoup de PNJ qui pouvaient interagir, mais pas beaucoup de trucs liés à l'histoire en cours. Du coup, j'ai continué avec les visions, avec les trucs étranges, les sensations et tout ça, parce que je voyais bien que ça fonctionnait plutôt pas mal sur les joueurs. J'ai un peu plus développé le fait qu'il y ait une des passagères qui n'était pas bien, et ce qui s'est terminé, arrivé au port de Bombay, par une tentative de suicide euh, arrêté par Emma, mais qui a quand même dégénéré puisque ça s'est fini par les yeux crevés, tout ça. C'était voilà. Là, j'ai fait exprès d'en mettre un petit coup bien dégueu, euh, parce que voilà, c'était plutôt plan-plan un petit peu avant, et je me suis dit bon, voilà, faut en remettre un petit coup. Ça a eu son petit effet. Et le truc, c'est que ensuite, arrivé en Inde, bah, ils ont décidé de prendre un itinéraire, mais pas du tout celui de l'expédition qui les précédait, de plusieurs semaines. Bon, c'est pas grave. Les événements qui étaient se passer en train sur la ligne qui étaient que selon la campagne et les joueurs devaient prendre, et je les ai mis sur l'itinéraire bis qu'ils ont souhaité emprunter. L'espèce d'émeute qu'il y a eu le long du train avec les mecs, les fanatiques qui balançaient des cailloux qui pétaient les vitres et tout ça. Donc voilà, ça c'est un truc qui en faisait partie, mais je l'ai juste changé de place dans la campagne, euh, changé d'itinéraire. Tout ça, toute l'Inde, c'était, voilà, j'ai juste transposé un autre endroit. Je me suis adapté aussi beaucoup par rapport à ce qu'ils faisaient. Par contre, ouais, j'avoue que cette partie-là est plus encore la partie népalaise. Bon, c'est du voyage, il se passait pas énormément de choses. J'essayais quand même de mettre des petits trucs pour, bah, déjà dans les descriptions, pour bien leur faire comprendre que l'Inde, là ils foutaient les pieds dans un endroit vraiment bien exotique, ça devenait compliqué, et que plus ils s'enfonçaient dedans, plus ils s'éloignaient de la, j'aime pas dire, pas vraiment la civilisation, hein, qu'ils s'éloignaient on va dire, des Européens qu'ils pouvaient trouver. Euh, mais bon, voilà, après c'est toujours les voyages, quand on décrit beaucoup de voyages, ça peut être un peu long, et il y a un moment donné, je leur ai demandé aux joueurs si c'était pas trop long. Ils m'ont dit que tant ça allait, ça allait encore. Toute la partie arrivée à la frontière, quand ils se sont introduits au Népal, là oui, j'ai beaucoup insisté, j'ai fait beaucoup de descriptions. Pour le coup, ça faisait vraiment guide touristique, et je vous raconte et vous êtes spectateur. Malheureusement, dans le bouquin, c'est ça, et encore, j'ai fait beaucoup de coupes parce que dans le bouquin, c'est encore pire que ça. C'est détaillé au jour par jour, presque à la demi-journée près. Ça fait beaucoup. Donc j'ai un peu sabré dans certains trucs, tout en distillant quand même des informations, parce que ça, fallait que ce soit fallait que ce soit important quand même, de distiller des infos, de temps en temps quand il tombait sur un oratoire avec une représentation du roi en jaune, ou tombait sur le cygne, euh, ou les boîtes de conserve sur le bord de la route qui ont été balancées par un des membres de l'expédition. Voilà, des, des gros dégueux, balancer ses détritus en pleine nature, tout ça, ça m'énerve un peu, mais fin de la digression. Et donc, oui, ça a été un peu compliqué, toute cette partie, ce voyage-là. Il fallait que je décrive beaucoup, que je laisse un petit peu de place aux joueurs pour qu'ils fassent des choses, leur laisser des moments où ils pouvaient discuter entre eux. C'est pour ça que c'est des moments aussi où j'en ai profité pour leur dire régulièrement, ouais, tu te sens comment se sent ton personnage, à quoi il pense, voilà.
c'était un moyen que les joueurs se, voilà, prennent un peu de place et un peu de temps de parole, parce que là, pour le coup, j'en prenais beaucoup. Mais, euh, mais bon, voilà, je pense que jusqu'à l'arrivée à l'espèce d'oratoire où ils se sont fait tirer dessus, c'était comme ça. Il y a eu pas mal de moments aussi qui étaient très sympas, puisque les personnages se sont rendus compte que Emma commençait à vraiment péter un boulon. Il y a eu des discussions sur comment il fallait régler la chose, l'interner, la mettre sous sédatif, tout ça. Il y a eu pas mal de petites discussions. Il y avait une tension qui s'installait vraiment entre les personnages. Et ça, ouais, ça a vraiment dégénéré quand ils sont arrivés à cet oratoire où un des membres de l'expédition était en embuscade. Alors, ce membre de l'expédition, c'était un étudiant qui, quand il a atteint avec Quarry, Anzalone et donc lui c'était Skipone et il y avait aussi Del Negro le militaire. Quand ils sont arrivés au Népal, en fait ils ont atteint sans le savoir le plateau de Leng, donc un lieu hautement étrange, à la fois dans les contrées du rêve, mais qui de temps en temps apparaît à différents endroits dans le monde de l'éveil. Ils sont arrivés là-bas et en fait ce qui s'est passé a complètement fait péter un câble à Skipone. Il a tout lâché, il s'est barré, il s'est enfui et il s'est réfugié dans ce petit monastère. Il a déglingué au fusil à pompe tous les petits moines qui étaient dedans et il est resté là et en fait il allait crever ici là. Donc ça c'était dans le bouquin. Après, bon, quand ils s'en sont approchés, ça donnait une scène assez sympa où ils se sont fait tirer dessus, où Emma a failli crever une fois de plus. Sanford, pareil, il s'est pris une bastos. Mais ils ont réussi. Bon, Henry a fait preuve d'une chance inouïe et a collé une balle en pleine tête du tireur, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu avoir beaucoup d'informations de sa part. Sinon, je leur aurais donné quelques trucs, mais pour le coup, le tir en pleine tête, le type était dans une lucarne de 30 cm, juste la tête, le fusil qui dépassait, je voyais pas par où est-ce qu'il aurait pu être touché autrement. C'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, par contre, j'ai euh, le fait que bon Emma qui s'arrache le bras qui était à moitié qui était déjà à moitié amputé, ça a mis un bon coup de malaise dans le groupe. Ça c'était j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance et les joueurs ont apprécié aussi ce côté où plus ils s'approchaient de la fin, plus ils se sentaient perdus, seuls, un peu désespérés et voilà, ça c'était ils ont apprécié. Le truc c'est que à partir du moment où Eva s'est arraché le bras, ensuite il y a donc le peuple des Tsotsowa qui est arrivé en chantant, donc avec ces espèces de chants de gorge tibétains. Bon, à partir de là, j'ai beaucoup improvisé de trucs parce que ce qui se passait dans le bouquin, ça me bottait pas spécialement. En plus de ça, les personnages avaient émis l'hypothèse de rebrousser chemin. Et alors là, si c'était ça, la campagne était terminée. Il y avait 3 semaines pour retourner à l'hôpital pour mettre Emma en sécurité. C'était cuit, c'était fini. Donc bah là j'ai fait intervenir le fait que les Tsotsowa étaient là, le fait que Emma était très très réceptive, plus que Sanford, mais qu'avec toutes ses lectures, en fait elle était devenue très réceptive à l'influence du roi, sachant que le roi en jaune, Astur, il a une influence sur les artistes aussi, c'est pour ça que Sanford était touché, et Emma c'était principalement avec toutes ses lectures. Elle a lu peut-être un petit peu trop. Et le truc, c'est que je me suis dit, comme ils sont faux jumeaux, mes jumeaux quand même, je me suis dit, je suis parti sur toutes les théories selon lesquelles les jumeaux en fait ressentent plus ou moins ce que l'autre ressent ou des trucs comme ça. Voilà, c'est des trucs qui ont fasciné énormément les scientifiques, même à l'heure actuelle. Malheureusement, ça a aussi beaucoup fasciné le- les scientifiques allemands et japonais et même soviétiques, je crois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont fait des trucs un peu plus dégueulasses, mais voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais jouer là-dessus, sur le fait qu'ils étaient influencés tous les deux, mais comme
ils avaient peut-être un lien entre les deux, ce qui fait que ça décuplait peut-être encore plus cette influence. Et j'avais discuté avec le joueur d'Emma qui m'avait dit qu'il voulait son perso était en train de sombrer dans la folie. Et plus ça va, plus il était réceptif à ce que voulait le roi. Donc on est parti là-dessus et je me suis dit, bah, les Tsotsoa savent que, enfin, ont peut-être ressenti ou peut-être que le roi ou quoi que ce soit leur a dit que quelqu'un qui pouvait être important pour lui était pas loin. Donc du coup il a envoyé ce convoi pour les chercher. Alors ça a fait un petit côté, hop, je vous pousse et je vous emmène là où il faut, parce que sinon bah, la campagne se terminait prématurément. Euh, comme on dit, comme disait l'autre, ça aurait été dommage comment dire, de s'arrêter à 2 mètres du bol de sangria. C'est exactement ça. Donc ouais, j'ai un peu poussé le truc. Normalement, dans le bouquin, ils continuaient l'exploration, l'expédition, et ils arrivaient sur un plateau, et il y avait toute une falaise percée de grottes, une falaise sculptée, donc que j'ai remis dans ma partie, mais est constellée de grottes. Et le truc, c'est que bah là, on passait plus ou moins en mode dungeon crawling, c'est-à-dire que bah, on va visiter les grottes une par une, et puis parfois on peut tomber sur des trucs pas nets, des Tsotsowa qui en sont en fait les Chocho, euh, et faire de l'exploration jusqu'à trouver la bonne grotte. Je déteste. Non, je déteste pas, je suis pas super fan du dungeon crawling. Puis Cthulhu, c'est pas un jeu qui est. C'est pas pour ça, je joue pas à ça pour faire ça. Et là, en plus de ça, on s'était aussi fixé le truc de. Il nous restait 2 séances pour clôturer la campagne, donc on s'est dit, voilà, on y va. Et j'ai forcé un peu le truc pour ça, les mener directement à la bonne grotte, à la falaise et tout. Donc voilà, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais je préférais pas m'éterniser là-dessus. Euh, En fait, les personnages n'étaient pas censés rencontrer forcément Malcolm Quarry tout de suite. Moi, je me suis dit, j'ai aimé le fait qu'ils étaient emprisonnés. Et d'ailleurs, ils comprenaient pas parce que les Tsotsowa étaient venus les chercher, mais ils ne leur faisaient pas de mal, mais les ont foutus en prison, donc ils étaient un petit peu paumés. Surtout Emma, qui comprenait pas pourquoi les types avaient l'air de la vénérer à moitié, mais qu'il la foutait en prison. Et bon, quand Malcolm Quarry est arrivé, je me suis dit, bon, ils vont essayer de lui soutirer des informations. Sanford l'a tué assez rapidement, de façon dégueu et de façon assez radicale. Bon, tant pis, pas grave. Euh, donc ils auraient pu peut-être avoir des informations, et normalement ils ne devaient pas le rencontrer tout de suite. La scène avec les Tsotsowa qui étaient en vénération devant une statue représentant plus vaguement un dieu éléphant que au début ils ont identifié comme étant Ganesh ou Ganesha, le dieu éléphant indien, mais en fait pour le coup c'était Shognar, le dieu. Ça je me souviens plus si c'était s'il y avait un rituel, s'ils étaient amenés prisonniers ou quoi, ou s'ils pouvaient assister au truc. Enfin, toujours est-il que normalement ça se passait pas exactement comme ça. En fait, le Anzalon, dans mon souvenir, Anzalon avait été métamorphosé en quelque chose d'autre, en espèce de caricature humaine, presque limite, ouais, presque un Tsotsowa, un Chocho, et complètement difforme et tout ça. Et je crois me souvenir que Del Negro, lui, était bel et bien, pouvait être bel et bien être offert en sacrifice à Shognar. Ce qui s'est passé dans la scène que nous avons jouée, où Shognar en fait a bougé sans bouger et a complètement chopé le Del Negro et l'a déchiqueté, l'a dévoré sur place. Euh, voilà. Donc ça, c'était pas exactement comme ça que ça devait se passer. Ensuite, quand ils ont allé ils ont suivi le masque. En fait, l'histoire du masque qui parlait à Emma quand elle l'a récupéré. Déjà, quand elle l'a mis sur son visage, elle aurait pu le retirer normalement. Moi, je trouvais ça encore plus glauque qu'elle n'arrive pas à le retirer. S'en est suivi une scène plutôt sympa que j'ai aimé quand ils ont essayé de lui enlever, quand ils ont compris que c'était pas possible.
le masque qui lui parlait, tout ça, elle a vu un moment aussi, je crois qu'elle avait vu aussi les lèvres du masque qui bougeaient. C'est pas dans la campagne, c'est moi qui ai rajouté, qui ai brodé. Parce que je trouvais ça, voilà. Je trouvais que ça cadrait bien avec le truc. Et puis, en plus, il se demandait, il savait pas trop si le masque bougeait vraiment ou si c'était la folie d'Emma. Donc voilà, c'était pour rajouter de l'huile sur le feu de. On sait pas trop ce qui se passe, on comprend pas tout. Mm. Ensuite, quand ils ont suivi Emma pour pour aller vers cette espèce d'immense ziggurat. Alors c'est pareil dans le bouquin, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Moi j'avais envie que les personnages passent un portail et se retrouvent dans une plaine complètement désolée, désertique, presque lunaire et pas du tout. Enfin, c'est un autre monde. Et se sentent un peu paumés aussi, mais complètement perdus. Et ils m'ont dit que ça avait plutôt pas mal marché. Et de se diriger vers cette espèce de ziggurat, tout en jouant avec les perceptions de c'est loin mais pas loin et le temps qui se déroule pas exactement pareil. Ça, il me semble que c'était plus ou moins dans le bouquin. La ziggurat, ça devait être beaucoup plus grand. Euh, plus grand, pas en taille, mais en temps et en choses à faire dedans. En gros, il devait y avoir. Les personnages devaient traverser des couloirs, des pièces, et qui ne répondaient plus du tout aux lois de la physique. Des pièces interminables qui ne pouvaient pas se trouver dans la ziggourate. Des trucs, par exemple, le puits avec l'escalier en colimaçon tout autour. Normalement, les personnages devaient descendre ça pendant une demi-journée et arriver à un cul-de-sac et être obligé de remonter. Bon, ouais, c'est. Entre les couloirs interminables, ça, d'autres trucs, j'ai réarrangé, j'ai mixé des trucs, j'ai fait des trucs un peu différents. Je l'ai fait un petit peu, les paumé un petit peu, et quand j'ai eu l'impression qu'ils en avaient marre, que j'en avais marre personnellement, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on va y aller. C'était quand ils étaient tout en bas de la fosse, quand ils ont découvert un passage qui les amenait vers le toit de la ziggourate, alors qu'ils avaient descendu mais des centaines et des centaines de mètres. Voilà, c'était encore joué sur les lois de la physique et les perceptions du temps, de l'espace et tout. Ça, c'était voilà. Et on arrive à la dernière scène. Alors la dernière scène, en fait, ça aurait pu se passer de plusieurs façons. J'avoue que là, la scène s'est déroulée un peu plus ou moins comme c'est déroulé la première fois que je l'ai maîtrisé, la campagne, où un de mes joueurs, à un moment donné, que j'ai joué un artiste, à un moment donné, quand il tombe sur le masque un peu plus tôt, dans la séance, me dit ah je le mets sur mon visage juste pour voir. Et, euh, et il dit aux autres joueurs, il leur dit en aparté, il leur dit ouais c'est juste comme ça pour déconner. Je l'ai pris au mot et c'est là que j'ai décidé que le masque était resté sur son visage. C'est pour ça que je l'ai repris aussi sur cette fois-ci. Euh, voilà, donc petit dédicace à petite dédicace à Tony. Hein, quand t'as pris le masque et que j'étais mais persuadé à 100% que t'allais le coller sur ton visage. C'est limite j'attendais que ça de toute façon et tu ne m'as pas déçu. Bref, le groupe actuel donc voit le roi arriver et c'est là que le roi en fait demande à celui qui portait le masque veux-tu être mon guide? Parce qu'en fait il faut savoir que le roi en jaune ne peut pas aller sur Terre sans son guide, sans son héros, son messager, comme on a pu le voir plus tôt dans la campagne, dans la pièce de théâtre, et les personnages l'ont vu plusieurs fois, cette silhouette encapuchonnée avec un masque. Voilà, ça apparaissait plusieurs fois. En fait, le roi ne peut venir sur Terre que s'il est guidé par son héros, son messager, son guide.
Là, il n'en avait plus puisque j'étais parti du principe que en tuant Malcolm, qui était a priori le guide désigné, il n'en avait plus. Donc là, il leur demandait. Et bah oui, le Emma qui était complètement folle, qui voulait le faire. Ah, du coup, les autres personnages se sont interposés. Ça, ça s'est terminé par la mort d'Emma, euh, égorgée par Anne, à coup de scalpel. Dans la foulée, le roi voilà, le roi s'est déchaîné sur Anne et l'a tuée puisqu'elle avait tué son héros. Et Sanford qui est arrivé. Alors ça, j'ai trouvé ça juste un tout petit peu dommage. Alors dans le déroulement, ouais, j'aurais pu trouver un truc pour dire que Emma avait peut-être accepté l'offre d'être le guide du roi euh, juste à temps, ou alors ouais, juste avant de se faire égorger, et que du coup ça aurait pu la sauver d'une quelconque façon. Ça aurait pu être un truc, une possibilité. Sur le coup, j'y ai pas pensé. On était en fin de session, en fin de campagne. Je commençais à être un petit peu fatigué et voilà. Donc j'ai pas été réactif là-dessus. Quand Sanford s'est précipité vers elle et a commencé et a dit clairement qu'il priait Dieu alors qu'il l'avait jamais fait, c'est là que je me suis dit, le roi va lui proposer une alternative. S'il accepte, Emma va revenir, il sauvera Emma. Euh, et en fait, j'avais prévu un truc un peu dégueulasse. C'est que, comme le roi sentait qu'il avait une influence certaine sur Emma et à moindre mesure sur Sanford, en fait, je m'apprêtais. S'il m'avait dit oui, il prenait l'aide du roi. En fait, le roi les aurait fusionnés tous les deux en une espèce de créature informe, comme la sculpture qui était dans le musée à Carcosa, mais une créature un peu informe trois ou quatre bras, les deux visages fusionnés avec beaucoup trop d'yeux et tout ça, un peu façon dans les films, la chose, donc l'original et le préquel qui est sorti il y a quelques années, avec ses corps à moitié amalgamés et avec un peu trop de bras ou de trucs, ou de bouche et tout ça. Voilà, ça aurait fait un truc comme ça, sur lequel il y aurait eu le masque, et ça aurait fait cette espèce d'entité abominable, serait devenu le héros du roi. J'aurais, j'aurais bien aimé finir sur un truc aussi crade, et glauque et perturbant. Bon, c'est pas grave, il a refusé le truc, Sanford. Il a juste répondu, il a balancé une phrase bien sentie et planté un couteau dans la tête du roi. Bon, le roi l'a écrabouillé parce que je ne me voyais pas faire autrement. Je voyais pas me faire des lancers de dés, lancer un combat au corps à corps. Sanford, le roi en jaune, il pulvérise voilà, directement, c'était pas la peine. Et Henri qui se retrouve tout seul, qui refuse l'offre aussi et qui se fait massacrer par le roi. Et le roi, avant de repartir sur le plateau de Leng, part en arrachant du visage, en arrachant le visage avec le masque du visage d'Emma. Donc ça a rajouté encore une petite dose à la scène horrible qu'il y avait eu. Après tout, bon, c'était le final de la campagne, hein, et puis budget illimité, hein, j'y suis allé franco. Donc voilà, le truc c'est qu'il aurait pu se passer plein de choses. Ça aurait pu se conclure de différentes façons. Alors j'ai fait une erreur, c'est que Emma en fait a fait des recherches, a découvert des rituels, notamment des rituels de passage entre Carcosa et le monde réel. Et en fait, un de ces rituels-là, j'ai peut-être pas été assez précis, assez clair. Un de ces rituels-là aurait pu leur sauver la mise pour sauver Alexander Robbie depuis Carcosa, d'ailleurs. Mais bon, voilà. J'ai pas été assez clair, visiblement. Et je pense que oui, le joueur a raison, j'ai pas été assez clair. Mais en fait, toujours est-il que c'était
un rituel de portail, pour ouvrir un portail vers un autre endroit. Et là, Emma, en fait, connaissait ce rituel-là. En tout cas, une version aurait pu tenter quelque chose. Mais elle était trop enfoncée dans la folie, trop aux prises avec le roi. Si elle avait dit qu'elle était son guide, Emma et le roi auraient disparu en une fraction de seconde, mais pas avant que en fait Emma, ses fringues se soient enfin, moi j'étais parti du principe dans la mise en scène que les oripeaux, donc les loques que le porte le roi, donc puisque pour rappel il était assez grand, il était vêtu avec des espèces de morceaux de tissu. En fait, ça se serait enroulé autour d'Emma et ça lui aurait formé son habit de messager. Et les deux auraient disparu, laissant les autres personnages comme des cons au milieu du plateau de Leng, sans aucun moyen de retourner chez eux. Alors, je crois qu'il disait, il y avait peut-être une possibilité dans le bouquin. Mais moi, je serais parti du principe qu'ils ne pouvaient pas repartir. C'était pas possible. Il aurait pu y avoir un joueur qui propose au roi, et ça, à un moment, je l'ai dit au joueur qui jouait Emma. Je lui ai dit que bien il avait envie que le roi vienne sur Terre, enfin qu'il soit le guide du roi. Il savait très bien ce que le roi allait faire à son arrivée sur Terre. Et que il avait une dernière petite étincelle de libre arbitre là-dessus. En fait, si un joueur acceptait d'être le guide, mais dise au MJ, je serai son guide, mais je vais essayer de le perdre pendant un certain temps, ça aurait fonctionné. Le roi ne serait pas arrivé tout de suite, il aurait été perdu dans l'espace et le temps, euh, par son guide qui aurait fait traîner un peu le truc, et basta, ça aurait donné un répit, et peut-être que dans 2, 10, 20, 100 ans, il y aurait eu un autre groupe d'investigateurs qui, là, aurait dû se charger de gérer une nouvelle arrivée du roi. Voilà. Donc il y avait plusieurs solutions, plusieurs fins possibles. Bon, bah, comme lors de la première campagne, mes joueurs sont partis sur la pire façon de finir. Même si le roi n'a pas pu venir, voilà, ça a été une fin très cthulhienne, hein, de toute façon, une fin un peu douce amère. Ils ont réussi, mais au prix du sacrifice de leur vie, au point même d'être obligés de commettre des actes irréparables, de s'entretuer au sein même du groupe. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure fin, mais c'était une fin plutôt voilà, qui restait dans le cadre esthétique de l'appel de Cthulhu. Euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour voilà, je vous ai dit ce que j'avais changé, ce qui n'a pas été joué, ce qui a été rajouté, tout ça. Euh, alors en gros, je fais ça de tête. Mes joueurs ont vraiment bien aimé le déroulé de la campagne, l'enquête à Londres, très bac à sable, ça ils ont vraiment adoré. Vraiment une enquête où voilà, c'est d'indice en indice, tu allais. Alors, c'est le propre d'une enquête, mais il y a certaines enquêtes où c'est beaucoup plus fil rouge, beaucoup plus. Là, je les ai laissés faire vraiment ce qu'ils voulaient, donc ils ont vraiment apprécié. Je sais que Pasolini a beaucoup aimé la pièce de théâtre au tout début. Par contre, les autres joueurs, voilà, ils ont trouvé ça sympa, mais sans plus parce que trop spectateurs et voilà. Mais bon, je leur ai expliqué voilà, que c'était un peu, je pouvais pas vraiment faire autrement sur ce truc-là. Et le résumé en ellipse, c'était un peu compliqué parce que il se passait des trucs quand même, ils voyaient des trucs bizarres. Il y avait quelques informations à récupérer quand même au fil de la campagne, de la pièce de théâtre. Donc je me voyais pas résumer, ça aurait fait trop. Si je leur avais dit, bah voilà, il se passe ça pendant le truc, vous avez repéré ça, ça, ça faisait trop. Tenez, voilà tous les indices et tous les trucs importants. Non, là c'était un peu noyé dans le reste. Euh, Sinon, voilà, de mémoire, ils ont bien aimé aussi le côté. On y va crescendo, la visite à Springermount avec la course-poursuite avec le Biaki, l'expédition à Carcosa aussi, ça ils ont bien aimé.
Euh, le, Même le petit voyage jusqu'en Inde, ils ont voilà, il y a eu de bons moments. L'expédition népalaise qui, là, pour le coup, ils ont bien aimé dans le sens où ça mettait bien dans l'ambiance et les personnages commençaient vraiment à être désespérés. Mais ouais, moi personnellement j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long. J'ai essayé de raccourcir un max, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, et voilà, toute la fin, euh, il y a juste eu un hic. C'est que le joueur d'Emma a été déçu de perdre son personnage euh, tué par un autre personnage du groupe. Bon, on en a longuement discuté. Euh, voilà, de toute façon, je peux pas revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Euh, Désolé Inelda si ça t'a vraiment emmerdé cette fin d'Emma, mais je pense sincèrement que ton personnage, le personnage d'Emma, a quand même eu une sacrée évolution au cours de la campagne. A été l'occasion aussi de belles scènes flippantes ou autres. Donc voilà, je pense que voilà, faut pas non plus te focalise pas sur juste ce petit détail là. Je pense que énormément de groupes auraient agi exactement de la même façon que qu'Isalia. C'est clair et net. Euh, J'en suis mais persuadé que voilà, il serait passé à la solution ultime, à la solution extrême et voilà. Donc voilà, bon, c'est fait, c'est fait. C'est L'histoire a été, en fait, notre version des Oripeaux a été conclue comme ça. Euh, voilà. C'est moi ce que j'ai. Alors j'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai maîtrisé. J'ai beaucoup aimé cette fois-ci. Le groupe était sympa aussi. Euh, Ça tournait très bien. Bon, de toute façon, c'est pas pour rien. C'est des joueurs qui jouent avec moi depuis longtemps, qui veulent rejouer. Euh, voilà. Donc, qui veulent rejouer avec moi. Donc, ça tourne bien. J'ai essayé d'être un maximum léger sur les règles, sur les jets de dés, parce que pour moi, c'est l'histoire qui prime. Euh, J'espère qu'au niveau des descriptions, ça a été suffisamment détaillé pour mettre dans l'ambiance autant au niveau des PNJ, des scènes d'action, des scènes un peu angoissantes, des voyages, tout ça. Voilà. Euh, et sinon, je voulais dire un dernier truc. Alors, je pense pas refaire jouer cette campagne-là, en tout cas pas dans cette décennie. Non, je vais attendre. J'ai beaucoup d'autres trucs à maîtriser, à faire à côté. En tout cas, non, moi je finirai juste par, pour ceux qui ont suivi la campagne, j'espère que ça vous a plu. À la limite, si vous avez même des questions sur des détails que j'ai oubliés, que j'ai zappé ou quoi que ce soit, ou un avis sur la campagne. Alors je sais, hein, j'ai pas 10 000 abonnés, machin truc. Les vidéos sont pas suivies non plus par une population de fous. C'est pas grave, c'est comme ça de toute façon. J'ai jamais, quand j'ai fait la chaîne, quand j'ai lancé la chaîne, c'était juste pour faire mes petits trucs dans mon coin. J'ai pas de gros moyens techniques, j'ai pas des overlays de fou, on joue pas avec les caméras. Euh, voilà, je fais ça à ma façon, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir à jouer. C'est ce qui compte. Quand il y a des commentaires, des commentaires sympas, j'avoue, ça fait plaisir. Même s'il y en a que un il y en a un de temps en temps, c'est pas grave. Quand on me dit que c'est agréable à suivre, qu'on aime bien, qu'on a hâte de voir la suite, que ce soit sur cette série-là, que ce soit sur d'autres séries de la chaîne, c'est super sympa, merci. Parce que mine de rien, derrière, il y a entre la préparation de la campagne, ou des scénarios, ou campagne, tout ça, euh, ça me prend pas mal de temps, je m'investis beaucoup parce que je veux que mes joueurs s'amusent. Donc quand j'ai des commentaires, quand c'est des trucs pas très, ouais, pas très sympas, comme j'ai pu en avoir sur les ombres d'Estérène,
bah ça me fait pas plaisir parce que ouais, j'ai pas l'habitude d'avoir plein de commentaires, tout ça. J'ai pas encore réussi à me blinder vis-à-vis des commentaires négatifs. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez une remarque, un truc, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je m'étais toujours dit que je ferais jamais de dire mettez des trucs en commentaire. Bon voilà, je l'ai fait. Mais bon, ne vous sentez surtout pas obligé, c'est pas du tout une obligation. En tout cas, voilà, moi j'ai pris un énorme plaisir à faire cette campagne, à jouer avec ces joueurs-là. Ça va rester un très bon souvenir pendant un bon bout de temps. Euh, et puis voilà, j'espère que le petit débrief, j'ai fait quoi? On est à 1h10, bon, ce sera déjà moins gros que les 2h30 qu'on a fait avec le groupe quand on l'a enregistré. Bah, j'espère que c'est pas trop chiant, que ça vous aura amené des informations, des trucs au moins intéressants, au moins, enfin, ou pertinents sur la façon dont j'ai maîtrisé, si vous êtes vous aussi en train de la préparer ou de la faire jouer. Voilà, si j'ai pu aider un MJ à débloquer une situation ou un truc, et ben tant mieux, c'est déjà ça. Et, euh, et puis voilà. Donc bah, merci si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout de cette vidéo. Merci. Rendez-vous bientôt sur la chaîne pour d'autres. Là, on a mis en pause pour les vacances d'été. Mais on a une mini campagne Cthulhu qui doit débuter au mois d'octobre, fin octobre normalement. Euh, alors pareil, il y a une mini campagne qui n'est jamais sortie en français par contre. Euh, une mini campagne en 6 scénarios que je condense parce qu'il y a des scénarios, il y a un aspect de la campagne que j'aime pas trop, donc que j'ai viré, que je vais condenser un petit peu, qui devrait nous prendre probablement une bonne vingtaine de séances de jeu. Euh, Année 20, on va rejouer avec les personnages que vous avez peut-être aperçus dans le scénario L'Espoir. Euh, il y avait Emily, l'étudiante en anthropologie, le professeur Riefenberg, un professeur de l'université de Miskatonic, qui participait à ce scénario-là. Bon, il y avait un autre personnage qui lui ne reviendra pas parce que le joueur ne reviendra pas jouer. Euh, Parce qu'il jouait avec moi IRL et le virtuel il a joué un petit peu mais sans plus. Donc ces deux personnages-là reviendront avec une joueuse supplémentaire, donc Aurélia, euh, donc ma femme qui joue assez régulièrement avec nous, qui pour le coup va pouvoir nous rejoindre avec son personnage du nom de Phyllis, Phyllis Oakley, qui est une bouquiniste qui vit à Arkham, puisque on va jouer autour d'Arkham et de l'université de Miskatonic. Donc ça, normalement, c'est au mois de fin octobre, on devrait lancer ça. Et à côté de ça, bah, il y a toujours en cours, il faut que je finisse Trudvang. On a toujours en cours le solo vampire, euh, mini campagne de découverte pour Aurélia. Et dans les mois qui viennent, je vais refaire jouer une session, une version de Racine. Je vais refaire jouer une version de Ne m'oublie pas. Il y aura aussi la suite de la malédiction de Leng maîtrisée par Pasolini. Euh, Logiquement, je devrais faire il y aura aussi un scénario Cthulhu euh, ambiance Deuxième Guerre mondiale, qui est une adaptation d'un scénario de Trail of Cthulhu qui se passait pendant la Grande Guerre. Moi, je l'ai légèrement modifié et adapté à notre époque. Donc ça, c'est un truc qui est prévu logiquement fin septembre et pour le mois d'octobre. Et ensuite, on a plein de trucs. On a de l'initiation Shadowrun avec Shadowrun Anarchy à prévoir. Qu'est-ce qu'on m'a demandé encore Je sais que j'aimerais bien faire du Worm aussi. Euh, et à côté de ça, on fait pas que ça, on enregistre aussi quelques autres parties avec des MJ qui, pour le moment, j'ai enregistré les parties, ça me sert de pense-bête.
d'archives. Pour le moment, c'est des MJ qui n'ont pas trop envie de poster leurs vidéos, mais on sait jamais. On sait jamais. Si jamais un jour ils me disent ok, tu peux y aller, parce que mine de rien, que ce soit euh, le Cthulhu maîtrisé par Isalia, on a vraiment pris un plaisir à jouer, on a passé un très bon moment à jouer ce scénario-là. C'était le scénario d'introduction de la campagne du jour de la bête, même si je précise que nous n'allons pas jouer la campagne. Ça va nous servir juste, on va faire quelques scénars de temps en temps, mais on va pas jouer la campagne telle quelle. Mais en tout cas, on a joué le premier scénario avec Isalia comme MJ, qui est toujours Aurelia Pasolini et moi en joueur, où elle s'est bien débrouillée. Et Isalia, tu peux me croire quand je te dis ça, c'était très bien. On s'est vraiment amusé. T'as pas du tout à rougir, même si t'es un peu rouillé en tant que MJ. Tout. C'était très bien. Et mon pote GG aussi, qui nous a maîtrisé du Chronique oublié, où là aussi MJ qui doit encore faire ses armes, mais qui pour le coup s'est aussi très bien débrouillé et on s'est vraiment amusé. Donc GG, on peut, si tu veux, on peut mettre ta vidéo, on peut mettre ta partie de Chronique oubliée. C'est pareil, t'as pas à rougir, c'était très chouette, on a passé un très très bon moment. Donc voilà, il y a énormément de trucs qui viennent qu'on a prévu. Après voilà, pour l'instant en scénar solo, on est sur Vampire parce que Aurélia découvre Vampire, elle aime beaucoup Vampire. Une bonne découverte pour elle, donc du coup on reste là-dessus. On a le L5A en duo avec Aurélia et GG, Terre et Mer, qui va continuer aussi. On a du L5A solo toujours avec Aurélia, ça finira par revenir à un moment donné, parce qu'on n'a pas fini l'histoire de Kakita Kaimon. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres, peut-être du Monster of the Week, du Worm aussi. J'attends d'avoir j'ai les PDF, mais j'attends d'avoir les bouquins. Euh, des joueurs aussi qui souhaitent tester sérieusement du PBTA, donc ça, il faut que je réfléchisse dans quelles circonstances on fait ça. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de trucs. Par contre, au niveau méga campagne, je fais la mini campagne de Cthulhu. J'ai discuté avec mes joueurs, ils ont tenté vilement de me corrompre, de me convaincre de leur mener les masques, mais j'avoue, j'ai pas le courage du tout. Si je dois mener une grosse campagne, mon choix se portera plutôt sur les montagnes hallucinées, qui me fait rêver depuis que j'ai acheté le bouquin, mais j'ai toujours pas lancé. Donc peut-être qu'un jour sur ma chaîne, il y aura la prochaine grosse campagne, ce sera les montagnes hallucinées. Peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, je finis la campagne Trou de Vang, on a fini les Oripeaux, je fais la mini campagne de Cthulhu. Après, je vais peut-être mettre un frein sur les campagnes et faire plus des one-shots ou une série de quelques scénarios sur le même jeu, je sais pas encore. Mais les grosses campagnes, je vais arrêter un petit peu, je vais y aller un peu plus mollo. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que en attendant, je laisse la place de MJ à Pasolini avec les ombres d'Atlantis, euh, ou la malédiction de Leng, il doit nous faire jouer la suite. Et logiquement, il y a eu le écrime d'Aurélia. On a enregistré un deuxième écrime, mais on ne sait pas encore si on va le poster ou pas, on va voir. Et surtout, Aurélia va aussi maîtriser des one-shots sur Vasbourg. Donc ça, on a fait un premier one-shot IRL, on s'est bien fendu la gueule. Donc je pense que là, les one-shots qu'on va tourner, qu'on va filmer, ça va être aussi sympa et plutôt fandard. Je crois que j'ai fait le tour. Bah, du coup, c'est débrief de la campagne et ce qu'on a décidé de lancer par la suite. Donc voilà, et bah, écoutez, merci d'être allé jusqu'au bout. Si vous avez quitté avant, bah, c'est pas grave, hein, je vous en veux pas. Et puis voilà, bah, restez surveillés. Normalement, il y aura du vampire la semaine prochaine. Et je recommencerai à poster pas des vidéos d'autre chose que Vampire, parce que ça, Vampire, ça va venir régulièrement. Mais autre chose que Vampire, ça va vraiment reprendre pas avant fin septembre.
avec le Cthulhu 1940. Voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour moi. Bonne soirée et surtout bon jeu. Et à plus. Salut.